Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, député du Val d'Oise, et vous êtes un des députés parmi votre groupe La République En Marche, l'un des plus engagés sur les questions d'immigration. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a évoqué dimanche la volonté de travailler sur des quotas d'immigration. Est-ce que vous aimez le principe, l'idée ou la promesse ? Écoutez, je pense qu'il a d'abord commencé par dire qu'en matière d'asile, évidemment, il n'y aurait aucun objectif ou quota de fixer. On parlera du droit d'asile tout à l'heure, mais parlons des quotas d'immigration. Sur l'immigration familiale, j'y serais opposé, parce que là aussi, ça relève des droits de l'homme. Mais sur l'immigration professionnelle ou économique, moi je pense que c'est quelque chose qui peut être étudié. On a aujourd'hui une politique d'immigration professionnelle qui est assez défaillante en France. Il y a des secteurs où on sait très bien que sur des emplois qui peuvent être très qualifiés ou au contraire beaucoup moins, on pourrait avoir des besoins que même s'il y a un chômage important dans notre pays, je sais évidemment cela, et qu'on fait des efforts importants en matière de formation, en matière d'accompagnement, il y aurait besoin d'une immigration professionnelle sur certains secteurs. Donc aujourd'hui, elle est très très réduite. Des objectifs annuels pourraient permettre certainement d'avancer. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut les fixer au niveau national ou au niveau européen ? Moi, ma préférence serait plutôt... L'objectif, c'est national. Au fond, tout ça part d'assez loin. Ça part d'une lettre d'Emmanuel Macron au début de l'année, après la crise des Gilets jaunes, pour amorcer le débat national, le grand débat. Il met l'immigration dans cette lettre, alors que manifestement le Premier ministre et le groupe parlementaire n'y sont pas tout à fait favorables. Ce n'est pas un sujet qui déborde et qui est abordé dans les débats. Et puis il revient en permanence. Ça veut dire que le président de la République veut absolument qu'on parle des quotas. En tout cas, il a l'air de considérer que cette idée doit être débattue. D'abord, on va faire ce grand débat au mois de septembre. À l'Assemblée nationale, on va faire ce grand débat sur l'immigration. C'est la première fois que la représentation nationale s'emparera de cette thématique de l'immigration. Promesse d'Édouard Philippe. C'est utile. Il faut pouvoir objectiver cette matière, la dépassionner, mettre aussi les démagogues devant leurs contradictions. Regardons si au niveau national, il faut avancer sur cette question. Moi, je redis que je pense qu'une réflexion au niveau européen serait intéressante aussi. Mais si on doit commencer par en discuter au niveau national, faisons-le de manière dépassionnée. Moi, je pense que certains qui croient aujourd'hui que ce serait une manière de réduire l'immigration pourraient en être pour leurs frais aussi, parce que vous savez, si on a une vraie politique d'immigration professionnelle, étant donné qu'aujourd'hui elle est très réduite en France, il n'est pas certain que ceux qui voient là une manière de limiter soient aussi bien... que ça se passe comme ils l'imaginent. Bon, donc vous, quand on parle quota d'immigration, vous dites chic, 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 on va ouvrir les frontières. La plupart des gens entendent de chic, 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 on va les fermer ou les rétrécir. Je dis, au-delà de l'asile, on pourrait enfin avoir une vraie politique migratoire dans le domaine économique, et tous les grands pays et toutes les grandes démocraties savent que c'est utile. Aujourd'hui, ça ne se passe pas, on n'a pas de politique publique dans ce domaine, on subit finalement. Demain, on pourrait être... vraiment décideur sur ce sujet en disant voilà, pour tel ou tel type de métier, pour tel ou tel type de secteur, d'accord, pour les autres, non. Et vous êtes sûr que dans une France dont l'opinion publique est de plus en plus ferme, ou fermée même à ces idées d'immigration, ouvrir un débat sur les quotas va amener davantage d'immigration professionnelle ? On verra. Expliquons aux Français. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Si on explique aux Français qu'effectivement, on dira non à telle ou telle personne qui voudrait venir et qui n'aurait pas ensuite l'opportunité de trouver un emploi en France, mais que sur certains secteurs précis, ça permettrait de redynamiser l'économie, je pense que tout peut être discuté à partir du moment où on le fait sur des bases... sereine, rationnelle, et qu'on ne laisse pas... et révisé annuellement, en tout cas au cours d'un débat au Parlement. Exactement. Parallèlement, le droit d'asile est en question. L'opposition dénonce le fait que jamais il n'y a eu autant de demandes de droit d'asile en France. Oui, mais par définition, la demande d'asile, on ne peut pas la quantifier. C'est un droit. Est-ce qu'il y a de plus en plus... C'est un droit, mais on peut imaginer que plus le pays est accueillant, plus il y a de demandes de droit. Ou qu'il y a une situation internationale qui fait que des gens continuent d'arriver. C'est difficile. L'un et l'autre. Est-ce que la France n'est pas, en tout cas dans l'esprit de tous ceux qui disent attention droit d'asile, n'est pas trop accueillante ? Je ne le crois pas. Je pense qu'effectivement, on constate une augmentation de la demande d'asile en France en ce moment, alors qu'on voit un ralentissement dans les autres pays européens. Mais regardons les masses globales. On avait des centaines de milliers de demandes dans les pays concernés, qu'il s'agisse de la Suède, de l'Allemagne ou autre. On n'a jamais atteint de telles masses en France. Donc effectivement, comme ils partent de très haut, ils descendent. Nous continuons d'augmenter. Pas toujours pour de bonnes raisons, je peux le concéder. Certains pays font des demandes d'asile, alors qu'on peut penser qu'il n'y a pas forcément de situation qui justifie des demandes aussi importantes. Je pense à certains pays d'Europe de l'Est, à l'Albanie ou à la Géorgie. Regardons comment traiter cette situation sur le plan politique. Moi, je n'y suis absolument pas opposé, mais ne dégradons pas l'ensemble du droit d'asile parce qu'il y aurait certains pays qui pourraient abuser ou certains demandeurs qui pourraient abuser. Donc soyons vigilants sur cette question. On a aujourd'hui quand même d'autres problématiques à régler dans ce domaine-là. Vous savez que... Migration familiale, par exemple. Et même sur les réfugiés, 20% des gens qui sont dans la rue à La Chapelle ont obtenu l'asile.
Posons-nous la question du modèle d'intégration. Vous savez que j'ai remis un rapport à Édouard Philippe sur cette question. On a pu progresser sur l'augmentation des cours de français, sur l'accompagnement professionnel. Le logement est aujourd'hui devant nous. On ne peut pas laisser des gens à qui nous avons donné l'asile. On ne peut pas dire à un ami qui vient dormir chez vous, tu vas dormir dans le jardin. C'est pas possible ça. Donc, ça ne veut pas dire que la France accueille trop? Ça veut dire aussi que au-delà de ses capacités. Ça veut peut-être dire aussi que nous n'avons pas de réelle politique d'intégration. On a commencé à faire des efforts là-dessus. Ça veut dire aussi, mais est-ce que, première question, est-ce que ça ne veut pas dire que la France accueille trop au-delà de ses capacités? Je pense qu'elle ne se donne pas nécessairement les moyens d'accueillir ceux à qui elle donne l'asile. Sinon, on n'aurait pas cette situation-là. Les familles? Les familles, on est sur quelque chose qui est régi par la Convention européenne des droits de l'homme. Il est difficile, à mon avis, de sortir de ce cadre-là. Je pense que personne ne le souhaite. C'est vrai que c'est pour beaucoup de gens qui sont hostiles à l'immigration et qui sont pour une France fermée, avec zéro immigration, c'est le péché originel. C'est Jacques Chirac qui, dans les années d'après-guerre, en tout cas la deuxième moitié du siècle dernier, dit il faut ouvrir aux familles, au regroupement familial, ce fameux regroupement familial. Moi, vous savez, mais je ne vais pas vous étonner, d'une manière générale, je pense qu'un pays qui respire, un pays qui s'ouvre, un pays qui se donne les moyens de rester un grand pays inscrit dans le monde est plus fort qu'un pays qui se referme. Donc le droit de vivre en famille, le droit d'un Français d'épouser quelqu'un qui est de nationalité étrangère et puis d'ensuite vivre en France me semble quelque chose qui n'est pas malsain pour une société. Donc il ne faut pas toucher à ça? Je ne crois pas. Même si la pression, encore une fois, au travers des quotas d'immigration, tout ça crée un contexte qui peut être défavorable à vos idées en tout cas. Il est nécessaire de regarder un certain nombre de situations quand des gens ont été déboutés du droit d'asile, quand des gens effectivement viennent et n'auront pas de perspective d'insertion professionnelle. Il faut pouvoir leur dire non, il faut pouvoir les raccompagner et ça, on doit pouvoir le faire mieux qu'aujourd'hui. Des collègues ont remis un rapport sur cette question pour montrer que la politique d'éloignement contrainte était coûteuse et assez inefficace. Je pense que sur l'aide au retour, aujourd'hui, l'Office français de l'immigration fait des efforts importants, par exemple en direction des Afghans, en les accompagnant dans leur pays et en organisant leur retour pour que sur place, ils aient des perspectives aussi. Je pense qu'on doit pouvoir aller plus loin dans ce sens. L'assurance chômage va être réformée. Le Premier ministre et Nicole Pénicaud présentent leur projet de réforme aujourd'hui. Vraisemblablement, l'indemnisation chômage va être durcie pour certaines catégories de personnes, les cadres en particulier. OK ? Oui, moi j'avais défendu cette idée avec Muriel Pénicaud. Il faut, à mon avis, à un moment où on bascule sur un système où l'assurance chômage est financée par l'impôt, maintenant majoritairement avec la CSG, ce n'est plus les cotisations salariales, bien sûr encore les cotisations patronales. Je pense qu'on est dans un système où quand on demande aux retraités, quand on demande aux revenus de l'épargne de financer une partie de l'assurance chômage, il est logique de se dire qu'on ne peut pas avoir des montants qui soient absolument astronomiques et qu'à partir d'un certain niveau, quand on est sur des catégories d'emploi ou des catégories de Français qui peuvent retrouver un emploi assez facilement, on puisse instaurer cette dégressivité, j'y suis favorable. C'était un système assurantiel, ça l'est de moins en moins, et les cadres disent, et les patrons disent, dans ce cas-là, si vous plafonnez les indemnités, alors il faut plafonner les cotisations. Mais ces cotisations salariales ont déjà été supprimées sur le chômage sous ce mandat. Les cotisations patronales. Oui, alors on peut réfléchir aussi à cette question, évidemment. C'est logique, non? Mais je trouve que déjà, l'effort de la suppression des cotisations salariales justifie qu'on fasse qu'on demande un effort. Si on limite les indemnisations, on limite les cotisations, non? On est en train d'avancer vers un système universel de solidarité, vous avez raison, ça doit se faire par étapes, mais tout est sur la table. En tout cas, moi je trouve que c'est une excellente mesure et même une mesure de justice sociale que de demander cet effort à ceux qui sont à 3% de chômage et qui aujourd'hui peuvent percevoir jusqu'à 6 000 euros, même plus de 6 000 euros d'allocation chômage pendant 2 ans. C'est ce que vous appelez la somme astronomique. C'est quand même important. Non, je reprends votre terme. Vous avez raison, c'est le mot que j'ai employé parce que je considère que, par exemple, quand on a le deuxième pays d'Europe qui n'est qu'à 2 500 euros d'allocation chômage, qui est la Suède, quand on est jusqu'à 6 ou 7 000 euros pendant 2 ans, c'est important. C'est la durée qui compte, c'est ça? Oui, je pense. Essentiellement. Oui. Vous avez créé avec d'autres un club qui s'appelle Hyperion, un club au sein de la majorité. On ne sait pas très bien où il se situe. Est-ce qu'il est dans la majorité ou à côté? En tout cas, plus à gauche. La majorité n'est pas assez à gauche. Il est dans la majorité, mais il vise à faire venir aussi des personnalités qui viennent de la gauche dans cette majorité, en tout cas d'avoir un espace où elles peuvent contribuer à la réflexion sur ces idées que peuvent être effectivement celles de la gauche démocrate et dont je pense que sa place, ça c'est personnel, est auprès d'Emmanuel Macron. Et j'ai envie de pouvoir effectivement convaincre un maximum de gens que c'est bien le cas et qu'on puisse réfléchir ensemble à comment faire vivre ces idées au sein de la majorité dans le débat public en France. Et à force de passer du temps à ça, vous êtes un peu moins présent à l'Assemblée. Vous êtes un des députés qui a été sanctionné pour absence, 25% d'amende sur votre indemnisation, vos indemnités de parlementaire. Pas bien ça. Non, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas bien dans un pays qui s'interroge sur
je suis d'accord. Le travail des parlementaires. Je suis d'accord et je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y ait eu cette sanction. Il faut être exemplaire. Par contre, ce n'était pas parce que je passais du temps à créer Hyperion. C'était un mois où j'installais le Conseil national de l'habitat que je préside et où on va avoir un programme de travail assez dense dans les mois à venir et où j'étais aussi en circonscription. Et c'est vrai que j'ai été un peu moins à la commission des affaires sociales ce mois-là, ce qui n'est pas bien. Et donc, cette sanction est tout à fait normale. Et donc, vous l'avez assumé. Merci Aurélien Taché. Merci à vous.